Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Azure Data Architect. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Microsoft Fabric pour la Data Science. En ce qui me concerne, je ne fais pas du tout de Data Science, c'est pourquoi j'ai fait appel à quelqu'un dont c'est le métier, en la personne de Paul Peton, qui est l'un des meilleurs spécialistes dans la communauté Data Microsoft. On a enregistré cette vidéo il y a un moment, mais je n'ai pas pu la publier depuis pour des raisons de calendrier, mais aussi de logistique. Voilà, c'est dit. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Merci beaucoup Paul d'accepter mon invitation pour faire cette vidéo sur ma chaîne. Je vais te laisser te présenter pour nos spectateurs. Merci beaucoup Sébastien, je suis Paul Péton, je suis MVP Microsoft en intelligence artificielle depuis 2018, mais j'ai aussi une formation de statisticien, de data miner, de data scientist, D'accord. donc un peu selon les dénominations qui ont pu parcourir les 20 dernières années. Et forcément, quand j'ai découvert Microsoft Fabric, je me suis intéressé à la partie data science à l'intérieur de Fabric. Ouais. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut démarrer. Avant de démarrer, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des prérequis pour des gens qui voudraient suivre cette vidéo? Alors, on va faire des choses assez simples. Je vais prendre un exemple concret avec un jeu de données sur des vélos. Je me suis dit que ça se ferait plaisir qu'on parle de vélos dans cette vidéo. Mais non, De vélo? il n'y a pas de prérequis en tant que tel. On va juste regarder comment prédire le nombre de vélos sur une station de type Mm. Vélib. D'accord. Ok, c'est parti. Alors, nous allons voir comment mettre en place la data science dans Microsoft Fabric. Et juste pour démarrer, je vais vous présenter la démarche qu'on utilise classiquement quand on a une approche de data scientist. Et on va voir assez vite dans une seconde partie quels sont les items fabriques associés à cette démarche. Si l'on fait de la data science, si on explore de la data, c'est bien parce qu'on a une problématique, souvent posée par les métiers, des données à explorer, des choses à aller chercher dans la donnée et surtout des informations à en tirer. Donc on est ici sur les deux bouts de ce processus que vous voyez à l'écran. Donc on part d'une idée, d'une problématique, de quelque chose qu'on veut, d'une piste qu'on veut creuser. Et l'objectif sera d'aboutir à des informations qualifiées et qui apporteront de la valeur. Les trois étapes intermédiaires vont nous faire tout d'abord découvrir la donnée. On aura forcément une étape où on va prendre de la donnée brute et la préparer, transformer certaines colonnes, pour ensuite pouvoir passer à l'étape réellement d'entraînement de modèle. C'est ici qu'on va donc travailler sur quatre étapes et de manière assez itérative, hein. On va donc faire cette préparation spécifique de données, faire l'étape d'entraînement qui va nous écrire ici le modèle prédictif. On évaluera ce modèle, c'est cette étape-là qui va nous permettre de dire si on a des prévisions qui seront de qualité acceptable. Et on va repartir ensuite, on va itérer à nouveau pour réexplorer éventuellement des pistes si jamais la qualité du modèle n'est pas suffisante. Une fois qu'on arrive à produire un modèle satisfaisant, l'opération suivante, ça sera de penser à l'industrialisation, à comment ce modèle va ensuite être ordonnancé, planifié, et on fera ce qu'on appelle des batchs de prévision dans Microsoft Fabric, c'est-à-dire qu'on attendra d'avoir de nouvelles données pour faire de nouvelles prévisions et les mettre à disposition. Après, on va le voir assez rapidement, mais souvent sous forme de rapport Power BI. D'accord. Une question, est-ce que une fois le modèle mis en production, on peut revenir en arrière pour réévaluer le modèle parce qu'on a de nouvelles données, parce que... Alors, oui, c'est une très bonne remarque et effectivement, dans un monde idéal où on va avoir un monitoring très fin de notre modèle en production, on va sans doute effectivement tomber sur ce qu'on appelle des cas de dérive. Donc, parfois, le modèle répond moins bien et on va se reposer la Ouais, question d'aller réentraîner, réexplorer de nouvelles données, créer peut-être de nouvelles variables qu'on intégrera dans ce modèle, refaire un entraînement et pousser la nouvelle version en production. Et effectivement, c'est tout le cycle de vie qu'on appelle souvent MLOps, hein, qu'on aura autour des d'accord, modèles de machine learning et de data science. Alors, je vais décliner ce schéma-là sous forme de maintenant d'items, enfin, d'éléments de fabrique auxquels on va se raccrocher. Donc,
on peut se dire que finalement, le point de départ, il se trouve déjà dans Power BI, puisque bah, c'est souvent la partie exploratoire ou consultative des données historiques qui va nous faire émerger certaines problématiques ou va nous donner des pistes de choses à passer sous une forme plus prédictive. On se basera bien sûr dans l'étape de discovery sur des données qui seront stockées bah, souvent dans le lakehouse, parce qu'on part souvent de fichiers de données assez bruts, et on va explorer ces données au moyen de notebooks. Alors ces deux notions-là, d'ailleurs, Sébastien, bah, que ce soit le lakehouse ou les notebooks, j'invite les spectateurs de ta chaîne à aller retrouver tes anciennes vidéos Ouais, sur ces deux items. ouais, Et nous, on va explorer ici aujourd'hui des items un petit peu plus spécifiques à la data science qu'on va retrouver au niveau principalement du moment où on va entraîner le modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir tout d'abord la notion d'experiment ou expérience. C'est finalement le terrain de jeu, les différents tests qu'on va faire, on a parlé hein, de travail itératif ici. On va chercher, on va procéder par test et donc, évaluation et on recommencera sans doute sur plusieurs itérations. Donc, on va tout stocker, on va loguer ces expériences ce qu'on appelle des runs en fait, hein, ici au sein d'une expérience. Ça nous permettra d'avoir un historique des tests qu'on a fait. Et ensuite, on pourra sélectionner le meilleur modèle et ce meilleur modèle ira s'enregistrer dans ce qu'on appelle un item ML modèle. d'accord. Alors nous Et, allons ici... Pardon, oui, vas-y. euh, et du coup, pour sélectionner le meilleur modèle, j'imagine qu'il y a des critères pour déterminer c'est quoi un meilleur modèle. Oui, on va définir à chaque fois, et on fera un exemple concret là-dessus, des métriques d'évaluation, donc qui sont des indicateurs chiffrés, hein, qui nous donneront une idée de la qualité du modèle, et effectivement qui nous permettront de décider après de comparer différents runs pour conserver le meilleur modèle. Et c'est ce modèle qui va servir ensuite pour la partie prédiction, prévision, donc sous forme de batch. Et là encore, on s'appuiera sur des nouvelles données qui arriveront ben, peut-être dans le lakehouse, peut-être dans le warehouse, selon les choix qui auront été faits, mais il n'y a pas finalement ici de limitation sur l'un ou sur l'autre. Et grâce à ce jeu de données enrichi par les prévisions, donc qui sera publié ben, sous forme de modèle sémantique, nous pourrons l'explorer à nouveau dans un Power BI, donc, et boucler la boucle et retrouver donc des informations enrichies dans notre rapport Power BI. Deux petits termes qui apparaissent en bas du schéma ici que je vais expliciter rapidement avant qu'on les voit plus en démonstration. On s'appuie ici dans Fabric sur un produit open source qui s'appelle MLflow, qui est une solution de tracking de modèles, mais aussi de versionning. Donc un peu, on pourrait dire que c'est un peu un équivalent de Git pour le machine learning, pour la data science. On va pouvoir y stocker, en particulier à la fin, quand on fera vraiment la sélection du meilleur modèle, y stocker des artefacts, donc qui seront concrètement des fichiers qui vont assurer la sauvegarde du modèle. Je vous ai parlé de notebook aussi tout à l'heure. Donc, qui dit notebook dit code. On va voir que c'est principalement en Python qu'on va aller travailler ici cette problématique. Mais on n'est pas obligé de prendre une approche de développeur full code. On peut aussi travailler les données avec un outil qui s'appelle Data Wrangler, qui est une interface qu'on pourrait rapprocher un peu d'un Power Query, où on va faire des transformations par des menus. Et ces transformations sur le dataset, sur le jeu de données, vont nous permettre de générer du code. Et alors Ouais, c'est très j'explicite un clair. dernier élément qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on a vu disparaître le terme synapse de l'environnement Fabric, c'est Synapse ML. Alors il faut juste savoir que c'est une librairie ici dédiée au machine learning, donc des modèles qu'on va trouver, qu'on va pouvoir appliquer sur nos données et qui va nous permettre aussi en particulier de réaliser les batchs de prédiction. Et donc cette librairie s'appelle toujours Synapse ML. Et j'en profite pour aussi préciser une chose, toutes les librairies, donc qui sont des éléments complémentaires au code qu'on va utiliser, seront versionnées dans ce qu'on appelle un environnement, donc qui est le troisième item important qu'on va utiliser ici, donc environnement, experiment et ML model. Allez, passons à la démonstration. Je vais vous expliquer rapidement le cas d'usage et le jeu de données qu'on a recueilli ici. Donc c'est un jeu de données euh, réalisé par la société Ecocompteur qui fait un comptage du nombre de vélos sur des points repérés. Alors ici, sur la ville de Paris.
Et grâce à ces points, on peut constituer ce qu'on appelle une série temporelle. Donc c'est tout simplement une date, mais attention à la précision de l'heure, donc jour et heure, et une donnée numérique qui sera le nombre de vélos comptabilisés à cette heure-là. L'objectif qu'on va se donner ici, c'est d'établir donc sur un point en particulier, là qu'on va sélectionner tout à l'heure, d'établir un modèle prédictif et donc de pouvoir se dire quelle sera l'estimation du nombre de vélos qui vont passer par ce point dans le futur. Je vous propose ici la déclinaison de notre processus et de la démonstration donc sous forme de vraiment d'ici d'exploitation des différents items de Microsoft Fabric. Les données seront bien sûr au départ stockées dans OneLake. On les exploitera au travers d'un notebook. Depuis ce notebook, on pourra les sauvegarder dans le warehouse et ça sera une étape intéressante pour explorer les données. Le code qui se réalisera dans le notebook s'appuiera sur des librairies présentes dans un environnement. Et ensuite, une fois que nous aurons exploré les données, que nous aurons compris s'il y a des mécanismes qui peuvent donner derrière un modèle prédictif, nous allons vraiment, pour le coup, développer le code de ce modèle prédictif, toujours dans le notebook. Ce code va s'enregistrer, se versionner au sein d'une experiment. Donc c'est là qu'on pourra comparer justement nos différents essais. On retiendra le meilleur essai pour le sauvegarder sous forme de ML model. Et ce ML model nous permettra de faire des prévisions stockées à nouveau dans le warehouse et sur lequel on pourra donc appuyer le modèle sémantique pour finaliser la visualisation de ces prévisions dans Power BI. Nous voici dans Microsoft Fabric. Je suis ici dans l'explorateur du Lakehouse et j'ai récupéré un fichier CSV du comptage donc des vélos sur différents points situés sur Paris. On va aller ici ouvrir donc un premier notebook. Et dans ce notebook, on va commencer par charger les données du Lakehouse. Et ensuite, on va les explorer au moyen de différentes méthodes statistiques. Alors, sur ce notebook, nous allons donc pouvoir exécuter différentes cellules. Et on a une cellule ici là, qui peut paraître un petit peu complexe, mais ce sont simplement les appels ici à des librairies ou des packages du monde Python qui vont nous permettre d'aller réaliser des opérations un peu plus précises. On utilisera en particulier une librairie qui s'appelle Prophet, qui va nous servir justement à faire la prévision sur une série temporelle. D'accord. Et tu avais parlé d'environnement au début, peut-être que tu y reviendras, et ces librairies-là sont dans l'environnement ou pas? Exactement, oui, oui, on peut le regarder maintenant si tu veux. Ici, Vas-y. donc, je vais cliquer pardon, sur la partie environnement, ouvrir ici l'environnement dédié. Et dans cet environnement, on va retrouver en effet des librairies qui sont déjà prédéfinies, en fait, hein, donc avec toujours un numéro de version qui est important parce que ces librairies évoluent comme peut évoluer aussi la version de Python. Et donc, on va retrouver, si on fait une petite recherche ici, on va retrouver en effet la librairie Prophet. Donc, elle est déjà installée puisque c'est une librairie assez commune. Vous pourriez aussi rajouter des librairies publiques hein, avec une commande donc, de type pip install, donc en allant chercher sur des serveurs publics des librairies supplémentaires. Comme vous pouvez aussi charger des fichiers, alors souvent en Python, c'est des formats WHEEL, donc qui sont Mm. vos propres fonctions qu'on intègre ici et qu'on peut rajouter au niveau de l'environnement. Dernier point intéressant à bien comprendre au niveau de l'environnement, c'est aussi ici qu'on va définir la puissance de calcul qui sera utilisée. Donc, on travaille sur un cluster Spark, donc plusieurs machines virtuelles qui sont ici soit dans un rôle de driver, soit dans un rôle d'exécuteur du code. Et pour ces deux types de machines, on définira la mémoire disponible. Le nombre d'exécuteurs en particulier donc, peut être quelque chose de dynamique. Donc, plus le code nécessitera d'aller chercher de la mémoire et de la puissance de calcul, plus le nombre d'exécuteurs pourra augmenter. Mais bien sûr, vos capacity units aussi, en termes de facturation, augmenteront à ce Bien moment-là. sûr, bien sûr. Je reviens dans le notebook. Ici, donc tout simplement, on va commencer par lire les données qui sont stockées dans le lakehouse, le fichier CSV, et on les lit bien avec ici une méthode Spark. Donc, on obtient ce qu'on appelle un Spark Data Frame, donc le jeu de données que vous voyez ici, qu'on peut afficher dans le notebook. Une petite astuce ici, on peut demander d'imprimer le schéma, donc afficher ici les noms de colonnes avec le type associé. C'est quelque chose de très pratique si vous n'avez pas, par exemple, accès à Copilot intégré dans Fabric. Vous pouvez utiliser
Ces éléments-là, vous les collez dans un chat GPT et il pourra vous aider à produire du code si vous lui demandez après de prendre en compte finalement la structure de votre jeu de données. J'avance assez rapidement ici juste pour passer sur la partie préparation de données. J'ai choisi de manière assez arbitraire le pont du Garigliano à Paris pour compter le nombre de vélos. Et donc on a filtré ici, on va commencer par filtrer le jeu de données pour ne garder que ces données-là. Donc on travaillera sur l'identifiant que vous avez ici. Donc le code suivant, voilà, ne fait que filtrer, renommer quelques champs, et on a ici véritablement le jeu de données qui va nous servir après à travailler notre modèle, donc avec une date, donc là on a toutes les dates sur l'année 2024. On peut regarder le jour, vous allez voir que c'est intéressant après d'un point de vue plutôt exploratoire, d'avoir une idée du jour de la semaine, l'heure, et bien sûr le nombre de vélos qui passent sur ce créneau horaire. Une chose qui sera importante après, plutôt dans la partie opérationnalisation de ces méthodes, ça sera de rajouter des tests. Donc vous voyez qu'ici, on a 2024 étant une année bissextile, on s'attend à avoir 24 heures fois 366 jours, et c'est quelque chose qu'on peut rajouter pour poser des vérifications et travailler sur notre qualité de données. Si ce jeu de données est maintenant bien préparé, ben, ça peut être intéressant de le sauvegarder. On peut ici le sauvegarder donc, sous forme de table dans le lakehouse. Vous allez voir juste après pourquoi. Et on va aussi le travailler donc, plutôt là sur un aspect en mémoire, hein, donc dans la mémoire de cette session-là. On va le travailler dans un autre format. Donc on va passer du Spark Data Frame au Pandas Data Frame. Alors attention parce que le cluster Spark ne sera pas utilisé de manière optimale avec ce qu'on appelle un data frame Pandas, mais ça sera ici une nécessité pour réaliser la partie entraînement du modèle. D'accord, parce que Spark ne peut pas faire l'entraînement du modèle. Pourquoi faut passer par Pandas? Alors, on pourrait utiliser des méthodes comme une librairie comme SynapseML qui permet justement d'utiliser la puissance du cluster Spark pour de l'entraînement de modèles. Ici, on utilise Prophet et Prophet n'est pas une librairie adaptée D'accord, au calcul distribué, ce qui explique d'accord. qu'on rebascule sur Pandas. Mais on a un jeu de données qui est relativement petit, donc ça sera pas ici problématique. Alors, il est possible dans un notebook, avec par exemple la librairie Plotlib Matplotlib de réaliser des graphiques. Vous voyez, ce graphique est relativement moche. Donc finalement, on va pouvoir plutôt utiliser, vu qu'on a sauvegardé notre jeu de données préparé, qu'on a sauvegardé ici dans le lakehouse, j'ai été l'exposer donc sous forme de modèle sémantique. Et donc, on va pouvoir créer, enfin, j'ai pu créer entre-temps un rapport Power BI. Donc, juste avec une simple connexion sur ce jeu de données. Ce rapport Power BI, il a un identifiant. On le retrouve dans l'URL hein, quand on navigue ici. Et en fait, ce rapport Power BI, plutôt que d'afficher des graphiques qui ne sont pas forcément Bien sûr, très, bien très sûr. jolis, on sait que c'est la force de Power BI. On va appeler avec une librairie ici qui est Power BI Client. J'ai la capacité d'appeler ici ce que vous allez reconnaître hein, comme étant une page de rapport Power BI. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de finalement tirer le profit de la puissance visuelle de Power BI, mais Oui. de rester voilà, sur une même page ici si on veut avoir après une exploration plus complète dans le notebook. Des choses intéressantes, hein, si on regarde juste ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde qui passe sur le pont du Garigliano en vélo le Ah oui. week-end, mais que ça a l'air d'être assez fréquenté sur les autres jours de la semaine. Et la courbe est assez décroissante du lundi au dimanche. Alors, c'est trié Et ça par commence à c'est trié de manière décroissante sur le nombre de passages, et D'accord, donc les jours sont d'accord. voilà, mais en fin de semaine, on a beaucoup moins de passages, et on Oui. voit ici sur la courbe annuelle hein, qu'on a quand même de belles régularités. Mm. Sûrement un effet estival. On sait qu'au mois d'août à Paris, il y a plus grand monde, mais voilà Ouais, ouais. ce qui apparaît assez bien sur cette partie-là. Et puis à Noël, on doit être concentré sur autre chose que de faire du vélo. Mais en tout cas, on a des régularités statistiques qui sont assez plaisantes et qui font qu'on va pouvoir passer à la modélisation de la série temporelle. Alors ici, on va faire ce modèle en deux temps. Tout d'abord, je vais faire un modèle assez basique pour avoir une première idée finalement de la performance de ce modèle, mais en prenant, en définissant aucune option ici dans ce que Prophet peut nous permettre de faire.
et je vais lui demander de calculer des métriques d'évaluation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail ici de ces métriques, mais il faut juste comprendre que c'est la quantité d'erreurs produites quand on essaye finalement de reprédire des données du passé. C'est le principe qu'on a pour évaluer un modèle, hein, c'est qu'on prend le passé pour construire le modèle, on prend une partie du passé, on garde quelques petites données du passé aussi pour s'entraîner, pour essayer de faire une prévision, reprédire finalement ce qui s'est passé, et ça nous permet d'avoir un calcul d'erreur. Donc plus cette D'accord. erreur est faible, donc que ce soit le MAE ou le RMSE ici, donc plus ces indicateurs sont faibles, meilleur sera notre modèle. Lorsqu'on va faire cette étape d'entraînement du modèle, on va utiliser MLflow. Et MLflow ici nous permet de définir donc, ce que j'appelais tout à l'heure la partie experiment. Donc ici, je vais la nommer et on va la retrouver donc, comme un item. On va aller la regarder juste après. On va aller donc, pouvoir retrouver ici une trace de ce qu'on a de notre entraînement. On en profite pour donner les premiers paramètres et puis bien sûr les métriques qui ont été calculées. Et donc tout ça, voilà, apparaît ici directement avec des raccourcis d'ailleurs, hein. Donc on peut aller directement sur le run qui vient de se jouer. Et donc dans ce run, bah, je vais retrouver ça, voilà, je vais retrouver ici les paramètres et les métriques, donc qui me permettent de garder vraiment une trace de ce qui a été fait. D'accord. Alors on va essayer de faire mieux, on va essayer de descendre ici ces deux métriques. Donc on revient sur le notebook et on peut lancer, hop, on va passer rapidement là sur la partie graphique, mais on peut relancer quelque chose d'un petit peu plus précis. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va demander au modèle d'aller travailler sur des saisonnalités. On a vu qu'il y avait des effets à la semaine, il y avait des effets du mois aussi. Donc, on va lui demander d'intégrer ce genre de paramètres. On va bien sûr loguer ces choses-là, donc à nouveau comme des paramètres, et calculer nos métriques d'évaluation. Si on les regarde ici, elles ont un tout petit peu diminué, donc c'est plutôt pas mal. On a amélioré légèrement le modèle. Et donc, on va pouvoir le sauvegarder. Alors ici, je le fais au moyen du code, mais on va voir que c'est aussi possible depuis l'interface. Donc on se retrouve ici donc, dans la partie experiment. On a nos différents runs de modèles, voilà, tout l'historique des essais que j'ai pu faire. Et on pourra ici demander à sauvegarder le modèle. D'accord. Donc, je vais pas le faire ici pour pas rajouter une version, mais ce modèle, donc maintenant, ça devient un artefact. On va naviguer ici pour aller le retrouver. Et donc voilà, on a ici le petit symbole voilà, du modèle. Et donc là, concrètement, ben, on va retrouver les versions de modèle, hein, donc c'était la question que tu me posais tout à l'heure. Donc on a vraiment cet historique de version de modèle, hein. On pourrait faire un retour arrière, hein, d'ailleurs, si notre nouveau modèle n'était pas aussi performant qu'attendu. Et on va retrouver ici des fichiers, des artefacts, qui vont nous permettre de garder vraiment une trace physique de ce qui a été fait. Donc on D'accord. retrouve ici hein, des éléments comme la version de Python qui a servi, comme la version du package Prophet là, qu'on avait vu tout à l'heure. Et on va retrouver ici ce qu'on appelle les requirements, donc vraiment ce qui est absolument nécessaire dans l'environnement pour pouvoir refaire tourner ce code. On dispose ici d'un petit bouton aussi intéressant parce qu'on va pouvoir générer ici du code qui sera le code permettant après de faire les prévisions et donc d'aller chercher de nouvelles données pour pouvoir ici donc les appliquer. On va aller chercher de nouvelles données qui seraient dans le lakehouse et on va pouvoir donc par cette interface graphique générer une nouvelle table qui contiendra les nouvelles données. Je reviens sur ce schéma récapitulatif pour conclure. Une fois que notre modèle est enregistré, nous pouvons l'utiliser donc pour générer par l'assistant ou avec du code, générer des prévisions. Ces prévisions s'inscriront donc sous forme de table dans le lakehouse ou le warehouse, et bien sûr, notre modèle sémantique pourra les afficher dans un Power BI. En résumé de ce que nous avons vu ici, les trois éléments, les trois items importants pour la data science dans Fabric sont l'environnement, où effectivement on va retrouver par défaut beaucoup de choses utiles et vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller modifier cet environnement dans un premier temps, mais ça sera intéressant après d'un point de vue FinOps d'aller faire quelques économies en redimensionnant bien votre cluster Spark. Donc vous avez ces deux options dans la notion d'environnement. L'experiment, donc c'est vraiment l'endroit où on va loguer, tracer les différents essais qu'on va faire, et ces essais finalement traduisent notre façon d'explorer les données et la progression qu'on pourra faire sur les métriques d'évaluation.
Et c'est bien sûr le meilleur modèle donc qu'on conservera et qu'on va sauvegarder sous forme d'artefact, donc on pourra retrouver et qui sera en tant que tel dans Fabric un item de type ML model. D'accord. Ce ML model pourra bien sûr être appelé après, et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs la librairie Synapse ML là, dans le code qui est généré ici. Et donc ce petit bout de code-là vous permet d'aller réaliser les prévisions, donc d'aller appeler sur des nouvelles données, d'appeler le modèle. Et une fois que Mhm. ce modèle a réalisé ses prévisions à l'intérieur du notebook, il suffit de sauvegarder sous forme d'une nouvelle table ici Ouais. pour obtenir les données exploitables dans Power BI. Et donc, durant la démo, on a vu que en fonction du temps, en fonction des jours, en fonction de la saison, on va avoir des variations dans les réservations de vélos, etc. Mais est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autres raisons? Donc, par exemple, je ne sais pas moi, la météo, des choses comme ça qui pourraient influer, euh, euh, le fait qu'on prenne les vélos ou pas? Alors on peut complètement, oui, c'est vraiment des choses qu'on explore après. On va chercher des données supplémentaires, ce qu'on appelle d'ailleurs parfois des données exogènes, hein, donc qui sont pas ici liées au point de circulation et au vélo, mais qui peuvent être des données extérieures. Et on peut essayer de les rajouter dans le modèle, de trouver donc des éléments qui viendraient rajouter une explication. Et c'est peut-être effectivement ici l'idée de la pluie ou des conditions météorologiques qui pourraient aussi influencer. Donc on peut le faire et pour ça, on rajoute des nouvelles données dans notre lakehouse, on D'accord. les rajoute au niveau de la préparation de données dans le jeu de données qui va nous servir à réaliser le modèle et après on fait nos essais, on entraîne, on regarde les métriques et on conserve. Si l'hypothèse a bien fonctionné, on aura des métriques d'évaluation qui seront meilleures. D'accord. Donc, c'est très clair. Donc, si on veut d'autres raisons qui pourraient expliquer le fonctionnement de la station de vélo, en fait, il faudra aller chercher d'autres données. Donc, par exemple, des données météo ou, par exemple, des données d'emplacement géographique. Peut-être qu'il y a des entreprises dans le coin, etc., qui vont venir enrichir le modèle et donner d'autres raisons pour expliquer pourquoi telle station a plus de demandes ou pas. Exactement. Et alors, ce qui sera important de bien comprendre aussi, c'est qu'au moment où on va faire les prévisions, il nous faudra justement les prévisions météo ou les prévisions ou la connaissance peut-être effectivement des conditions de circulation, voilà, de tout ce qu'on aura rajouté en entrée dans le modèle. Il nous faudra Ouais, aussi effectivement ces nouvelles données à jour pour pouvoir réaliser les prévisions. d'accord, d'accord. Écoute, c'est très clair. Alors, je fais pas vraiment de data science et tout, donc j'ai suivi, mais les explications étaient très claires. J'ai pu comprendre le cheminement qu'il faut en fait pour faire de la data science sur Azure, pardon, sur Azure, sur Fabric. Donc, vraiment, merci beaucoup. J'imagine que ceux qui ont l'habitude de faire de la data science, qui comprennent toutes les terminologies, tu seront assez à l'aise avec si moi j'ai pu comprendre alors que je ne fais pas de data science. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne pour qu'on fasse cette vidéo ensemble. Merci pour ton accueil, Sébastien, et puis au plaisir de voir Ouais, tes prochaines publications. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur Azure Data Architect. Allez, salut!